Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7-8 l'actu du vendredi 28 mars et on commence tout de suite avec l'image du jour. Hier, le président François Hollande recevait au château de Versailles son homologue chinois Xi Jinping. Après une visite du lieu, un dîner préparé par le chef Alain Ducasse était organisé au Grand Trianon. Pour rappel, cette année, nous fêtons le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Une exposition est organisée au château de Versailles pour l'occasion, un château qui a déjà reçu bien des grands de ce monde, parmi lesquels le couple Kennedy ou encore la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Dans l'actualité d'hier, toujours une situation de crise chez Chrysalis. Cette ONG dont le siège est situé au domaine du Buloyer à Manille-les-Hameaux ne serait pas en mesure de payer la soixantaine de salariés en insertion à la fin du mois de mars. Une réunion de crise était organisée ce jeudi après-midi. En difficulté financière depuis 2012, la direction a déjà alerté les pouvoirs publics, mais en vain. Chrysalis attend des subventions de la part de l'État et de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Pour l'heure, l'association d'insertion n'a pas obtenu d'écho favorable, la période électorale et l'incertitude des scrutins rendant les discussions plus complexes. Environnement maintenant et cette crèche de Versailles qui a reçu dernièrement un label bio. Nourriture biologique, économie d'énergie, chasse au gaspillage, tout est pensé de manière verte, même les jouets des enfants. Sabrina Sikini. Ici, adultes et enfants voient la vie en vert. Depuis 4 ans, protéger la planète est devenu une devise pour cette structure qui accueille chaque jour près de 60 enfants. Un travail d'équipe dont la direction n'est pas peu fière. On a décidé de travailler sur l'économie d'énergie, l'économie d'eau, l'alimentation pour proposer du bio le plus possible, respecter la saisonnalité pour les enfants. Tous nos travaux, donc on utilise des produits écologiques, on travaille sur le bâtiment pour améliorer aussi la dépense énergétique. Voilà, plein de choses sur la vie quotidienne en fait. Depuis 2009, la crèche a réduit sa consommation d'électricité de 31% et sa consommation d'eau de 40%. Mais les efforts se font aussi du côté des activités proposées aux enfants. Ici, par exemple, les petits jouent avec de la pâte à modeler faite maison. Alors, je vous donne un petit bout de pâte chacun. En fait, ça carotte. Oui, c'est rose. C'est rose. On essaie aussi d'acheter uniquement des jeux qui sont faits en matériaux recyclés et recyclables. Et également cette structure que vous voyez là, c'est une structure qui est faite par une entreprise qui est vraiment spécialisée, qui fait uniquement des produits avec du bois, en gestion durable, en utilisant du vernis, de la colle, qui n'a aucun impact pour la santé. Ce travail en faveur de l'écologie n'est pas passé inaperçu. En 2010, la structure a obtenu le label de l'association Écolo Crèche. Un sésame que la direction entend conserver en poursuivant ses efforts. Parallèlement, un projet de covoiturage pour le personnel est actuellement à l'étude. Ils sont trop mignons. On reste sur le thème de l'environnement puisque je reçois aujourd'hui des militants Greenpeace de Paris et Versailles. À mes côtés, Aurélia Demille, bonjour. Bonjour. Leroy Malacalin, bonjour. Et Philippe d'Orléans, bonjour Philippe. Bonjour. Ce vendredi 28 mars, dès 19 h, à la maison de quartier de Porchefontaine, vous organisez une soirée publique de présentation de votre organisation. Une organisation que nous allons également présenter sur ce plateau. Alors on va commencer, Philippe, par le commencement. Comment est née déjà l'organisation Greenpeace ? Greenpeace est né de la contestation de la part de jeunes Américains et Canadiens concernant les essais nucléaires en Alaska en 1971. Ils se sont rendus sur la place, sur le lieu des explosions, pour empêcher ces essais précisément en plein air. Et c'est comme ça, de ces actions directes, non violentes, que Greenpeace est né. Alors depuis 1971, on rappelle maintenant que Greenpeace est présent dans 27 pays. Aujourd'hui, c'est 3 millions d'adhérents à travers le monde pour cette organisation non gouvernementale. Aujourd'hui, comment fonctionne cette organisation, Philippe ? Alors, c'est une organisation, comme vous venez de le dire, internationale, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des pays qui font Greenpeace International. C'est au niveau de Greenpeace International qu'on se met d'accord, qu'on planifie les différentes campagnes et qui sont relayées après au niveau de chaque pays. Donc, comme vous l'avez dit, 27 pays. Et à l'intérieur d'un pays comme la France, par exemple, eh bien, nous déclinons les campagnes qui sont décidées au niveau mondial de façon à informer le public et proposer des solutions.
Et en France, Greenpeace, c'est 25 groupes locaux, c'est plus de 160 000 adhérents, et 70 salariés. Et des groupes comme le nôtre sont là pour précisément essayer d'informer le public et proposer des solutions. Alors justement, Philippe d'Orléans, quelles valeurs défendent ces groupes que vous citez? Greenpeace est avant tout un mouvement qui essaie de lancer des alertes concernant les risques environnementaux et concernant la paix, c'est le cœur de son activité. Et ces valeurs sont avant tout l'engagement, la non-violence et l'information auprès du grand public. Comment ça se traduit sur le terrain? Je vais me tourner vers Leroy Malacalin. Leroy, comment ça se traduit sur le terrain? Comment l'organisation agit-elle aujourd'hui? Alors, quand on identifie un problème, donc au niveau mondial, d'abord on va essayer de bien s'informer pour avoir des billes, comprendre les enjeux et aussi essayer de trouver des solutions. Et puis rentrer en contact avec les acteurs, les responsables de ces problèmes-là. Et malheureusement, quand le dialogue se révèle infructueux, on passe à l'information du public. Et c'est là que des groupes locaux comme le nôtre à Versailles sont utiles pour essayer d'aller voir les gens, les informer, parfois leur faire signer des pétitions pour faire monter le poids et obliger les responsables à se prononcer, à agir. Et puis enfin, parfois des actions quand il s'agit vraiment de mettre la chose sur la place publique et la faire relayer de manière importante par les médias. Alors on a tous en tête des opérations menées par Greenpeace, des opérations très médiatiques. Quelles sont les principales victoires qu'a remportées l'organisation? Historiquement, c'est la toute première campagne, celle sur les essais nucléaires, qui a fonctionné, vu que les essais nucléaires, au bout de quelques années, ont été arrêtés, du moins dans l'atmosphère. Et puis par la suite, il y en a eu beaucoup d'autres, sur le nucléaire, l'enfouissement des déchets en mer, mais aussi sur toutes nos campagnes, sur la déforestation. Assez récemment, il y a un principal exportateur qui s'est engagé à arrêter la déforestation pour l'huile de palme. Sur les vêtements, les produits toxiques dans les vêtements, il y a beaucoup de marques qui depuis quelques années sont engagées à arrêter d'introduire des produits toxiques dans leur production. Mais aussi dans l'océan, la pêche intensive. Voilà. En Europe, on commence à plutôt aider la petite pêche, la pêche durable. Et puis sur l'agriculture aussi, Greenpeace essaye de promouvoir une agriculture durable. Et les AMAP notamment. Via les AMAP, mais qui sont justement des solutions locales. Et nous, on essaie de faire en sorte que les gouvernements mettent en place des politiques pour aider les agricultures durables. Et puis aussi, on informe les consommateurs pour qu'ils soient aussi, eux, dans une démarche plus durable. Et c'est pour ça qu'on a créé le guide Le Guetteur. Alors ça, on va en parler tout à l'heure du guide Le Guetteur. Je me tourne vers vous maintenant, Aurélia 2000. Aurélia, cette soirée de présentation, là, toute la petite présentation qu'on vient de faire, on l'a fait en résumé, mais j'imagine que c'est ça que les gens vont retrouver ce soir à la maison de quartier de Porche-Fontaine à 19h. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, on est là ce soir pour faire connaître l'association, donc faire également connaître nos campagnes, comme vous l'ont présenté Philippe et Leroy. Et aussi nous faire connaître auprès des associations, puisque pour le moment, on n'a pas encore identifié les problématiques locales, mais justement, on tient vraiment à travailler auprès des associations de tout le bassin ouest parisien pour justement aider les citoyens, les consommateurs et être sensibilisés auprès des campagnes de Greenpeace France. Et voilà, nous serons là ce soir pour répondre aux questions du public et éventuellement proposer aux gens de nous rejoindre en tant que membres. Oui, c'est ça, c'est aussi l'occasion pour vous de recruter de nouveaux bénévoles. Voilà, tout à fait. De nouveaux adhérents, plutôt. Voilà, puisqu'on est arrivé en janvier, donc nous sommes quelques militants actuellement, mais on a vraiment besoin de tout le monde, effectivement, pour sensibiliser les problématiques et les campagnes. Dans les Yvelines, comment ça va se traduire? Quelle campagne vous allez mettre en place? Aurélia, si vous voulez en parler, ou Leroy ou Philippe? Alors, tout d'abord, la dernière sur laquelle on travaille, c'est l'agriculture écologique, où en fait, justement, on tient vraiment à privilégier une production locale et surtout sans pesticides, tueurs d'abeilles notamment et tueurs de pollinisateurs, puisqu'on a un très gros déclin d'abeilles, sachant qu'aujourd'hui, si nous n'avons plus d'abeilles, c'est 75% de tout ce que nous voyons sur les étalages, sur nos marchés, que nous n'aurons plus. Donc c'est vraiment très grave. Et également sur le OGM.
puisque voilà, aujourd'hui, donc comme vous l'expliquez, Leroy, on essaye de faire passer des choses auprès des gouvernements pour ne pas que l'on retrouve des OGM dans nos assiettes n'importe comment. Donc voilà. Alors effectivement. Alors justement, je crois qu'il y a un petit guide qui a été mis en place dernièrement. Ça, c'est un nouveau projet qu'on voit à l'image, qui s'appelle le guetteur. Alors expliquez-nous un peu le principe du guetteur. Leroy. Le guetteur, ça a été une enquête auprès des marques, de 150 marques qui ont été interrogées pour savoir si elles utilisaient des pesticides tueurs d'abeilles ou des OGM. La plupart des marques ont joué le jeu et ont répondu, soit qu'elles en utilisaient, soit qu'elles étaient en phase de ne plus en utiliser. Malheureusement, toutes les marques n'ont pas répondu, donc on a souhaité les mettre, celles aussi qui n'ont pas répondu à notre questionnaire. Et puis, ça permet aux consommateurs, produit par produit, marque par marque, de savoir plutôt vers quelle marque s'orienter quand on souhaite ne pas consommer d'OGM ou ne pas aider le développement des pesticides tueurs d'abeilles. Alors comment fait-on pour devenir un guetteur de Greenpeace ? Il suffit d'aller sur le site de Greenpeace, donc greenpeace.fr. Puis là, on voit parler du guetteur. Et puis, on peut, comme ça, sur Internet, se renseigner, tout comme sur le papier, quels sont les produits qui sont nocifs. Et puis, on peut s'inscrire en tant que guetteur pour être tenu informé des suites de la campagne. Et puis, pour apporter son soutien, justement, à cette démarche. Philippe d'Orléans, je me tourne vers vous. Comment fait-on, tout simplement, pour devenir adhérent de Greenpeace aujourd'hui ? C'est très facile. Pour devenir adhérent de Greenpeace, il suffit de le demander. Et au niveau financier, les adhésions vont de 1 euro à ce qu'on peut donner. Donc ça n'est pas un problème financier particulier. C'est surtout un engagement qu'on demande aux gens de se dire, voilà, est-ce que vous soutenez nos démarches? Est-ce que vous voulez être adhérent? Et puis après, les gens donnent ce qu'ils veulent. Mais c'est marginal par rapport au symbole de l'adhésion. Le symbole de l'adhésion, c'est surtout nous supportons vos actions et nous sommes éventuellement prêts à vous rejoindre. Merci pour toutes ces explications, cette présentation de ce guetteur. Et on rappelle ce soir, ce vendredi 28 mars, à Versailles, à la maison de quartier de Porchefontaine, cette réunion publique de présentation de votre organisation non gouvernementale, il faut bien le préciser, Greenpeace. Et on continue d'ailleurs sur un sujet environnement dans ce journal. Est-ce que vous avez eu vent de ces HLM en bois construits à Saint-Cyr-l'École? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Pas encore. Pas encore, oui. Alors, ce sont des logements sociaux, économiques et écologiques. Je le disais, c'est à Saint-Cyr-l'École. La réalisation quasiment achevée représente un investissement de plusieurs millions d'euros. Sabrina Sicchini. Un chantier en apparence comme les autres, ou presque. Car dans ces constructions d'HLM en cours à Saint-Cyr-l'École, on pense avant tout développement durable. Ici, la structure des immeubles est réalisée en bois. Le bois déjà a un coefficient d'isolation qui est plus important que le béton. Dès que vous touchez du bois, c'est bon, il ne fait pas froid. Vous touchez du béton, c'est froid. Ce sont des bâtiments qui sont très très bien isolés pour travailler dans le sens de l'économie d'énergie et aussi utiliser une énergie qui est renouvelable. Le bois, on fait pousser des arbres, on les coupe, on construit avec, on refait pousser un autre arbre. Le béton, on tire toujours dans les énergies fossiles. Yann Brunel tient sa connaissance du bois d'un long séjour en Scandinavie. Pour lui, la construction de ce type d'habitation collective est appelée à se développer dans l'Hexagone. Selon lui, le bois permet une économie d'énergie d'environ 20% par rapport au béton. Le bailleur, lui, a en tout cas été sensible à ce procédé. On est entré dans une démarche de développement durable dans les années 2000. Et donc on cherche avant tout à faire des économies d'énergie, des économies de ressources et limiter les consommations, les productions de gaz à effet de serre. Donc le bois, c'est un matériau qui répond à toutes ces problématiques. C'est le seul matériau de construction qui est durable et qui est naturel. Autre démarche en faveur de l'écologie, l'installation de panneaux solaires qui permettra aux familles de réaliser des économies. 60% de l'eau chaude sera autofinancée grâce au solaire thermique. Les occupants ne devront financer que les 40% restants. Un gain non négligeable pour les futurs locataires qui devraient emménager d'ici 3 mois. Pour beaucoup de familles, partir en vacances reste un luxe. Le Secours populaire organise des séjours et des sorties pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de partir l'été. L'association cherche aussi des bénévoles pour accompagner les enfants pendant cette période. Sabrina Sicchini. Le château de Versailles ne reçoit pas que des visiteurs.
C'est ici que la Fédération des Yvelines du Secours Populaire a présenté son programme 2014 de sa campagne Vacances et loisirs. L'association permet chaque année aux enfants défavorisés de sortir de leur quotidien et de partir en vacances. En France, un enfant sur 3 n'a pas cette opportunité. La campagne vacances existe au Secours Populaire depuis 1945, donc de l'après-guerre, où en fait on a lancé la campagne avec l'accueil d'enfants victimes de la guerre, donc l'accueil d'enfants dans des familles bénévoles après la guerre. Et donc là, cette année, on commence la campagne là au mois de mars pour que les enfants puissent partir en vacances pendant l'été, ainsi que leurs familles. Et donc l'an dernier, pour donner un chiffre, on a fait partir 90 enfants en vacances et une vingtaine de familles. Cet été, la journée des oubliés des vacances se déroulera le 20 août à Ouistreham en Normandie. Avec l'aide des bénévoles et des accompagnateurs, le Secours Populaire propose à ces familles d'envoyer leurs enfants dans des colonies ou dans des familles d'accueil. Tous les enfants qui partent sont ravis, ils veulent tous repartir. Au début, ils sont un peu angoissés, les parents sont angoissés, donc on est obligé un petit peu de les rassurer parce que c'est des enfants qui vivent dans des milieux défavorisés et qui vont quitter pour la première fois leurs parents, qui vont partir pour la première fois en vacances. Et à partir de 5 ans, donc il faut absolument rassurer les familles. Le château de Versailles, partenaire bénévole, n'a pas hésité à soutenir la campagne. Un grand établissement comme Versailles doit s'ouvrir à tous les publics, à toutes les natures de public, et nous nous efforçons d'établir, tant en mode de médiation spécifique que dans une volonté d'accessibilité la plus générale possible et sans exclusion, avec un souci d'accueil généraliste, c'est-à-dire que tous les publics soient reçus ensemble et dans les mêmes lieux, simultanément. Pour la campagne 2014, le Secours Populaire recherche des familles bénévoles pour accueillir des enfants pendant leurs vacances. L'association a également besoin de dons financiers pour organiser ces séjours. C'est un événement qui a toujours autant de succès. Cette année, l'hôpital des Nounours a accueilli plus de 300 enfants des écoles de Versailles et de Vélizy. Accompagnés de leurs doudous malades, ils parcourent les services de l'hôpital tenus par les étudiants en médecine de l'université de Versailles et Saint-Quentin en Yvelines, Yolène Thorez et Jonathan Villeman. Dans la salle d'attente, les enfants s'occupent et patientent jusqu'à leur tour. Ils sont venus faire soigner leur nounours. Il a la varicelle. Il y a un moustique qui est venu le piquer, il a eu plein de boutons. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il avait la gastro. Parce qu'il a 2 caries en bas et 2 caries en haut. À Versailles, dans cet hôpital fictif, une centaine d'étudiants en médecine de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines se transforment en nounoursologues. Ils auscultent et orientent les enfants vers différents services en fonction de la pathologie de leur peluche. Un événement organisé depuis plusieurs années par l'association Poème. Les enfants ont assez peur d'aller chez le médecin parce que généralement c'est des moments où ils sont fatigués, malades, ils sont pas bien. Du coup ils peuvent avoir un mauvais a priori du médecin. Et le but c'est vraiment de casser cette image négative de la blouse blanche et du médecin et de rassurer l'enfant vis-à-vis des soins et de l'hôpital. On va lui faire une petite piqûre avec un petit liquide qui va l'endormir. Est-ce que tu vas faire la piqûre? Après le stand de consultation, les enfants emmènent leur nounours au poste de soins, au bloc opératoire, chez le dentiste ou encore ici, chez les radiologues. On leur montre que la radiologie, ça fait une image de l'intérieur de leur nounours. Et on essaye de leur montrer que ça fait pas mal, c'est juste une photo et que ça prend un peu de temps et que même s'ils sont tout seuls, faut pas s'inquiéter. Organisé sur une semaine à Versailles puis à Vélizy, l'hôpital des Nounours a accueilli cette année plus de 300 enfants. Économie maintenant et le centre commercial Bel Air de Rambouillet qui innove. Désormais, vous pouvez payer dans certains magasins du centre avec votre téléphone. Présentation de ce nouveau concept avec Romain Grabette et Patrick Jacques de Dixmude. Et oui, une bleu marine. Allez, une bleu marine. Allez, super. Comment vous réglez? Avec Kips, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Ben, on va l'installer aujourd'hui. Kips, ce mode de paiement ne vous dit peut-être rien. C'est une application mobile qui permet aux clients de payer directement avec leur smartphone. Ce mode de paiement est disponible au centre commercial Bel Air de Rambouillet. J'attends votre confirmation. Vous vous inscrivez après l'avoir téléchargé, vous activez votre carte bancaire dans le cadre d'un processus qui est sécurisé, qui a été revu par les instances compétentes en la matière. Et une fois que vous l'utilisez, en fait, vous approchez votre téléphone de l'équipement du commerçant et on déclenche la transaction de paiement au travers d'un son. On utilise en fait une technologie partant du haut-parleur et du micro du téléphone. Le centre commercial Bel Air est le premier d'Île-de-France à s'équiper de ce système.
Kips ne se contente pas seulement du paiement par mobile, l'application récompense ses utilisateurs via plusieurs remises et promotions dans les différents commerces partenaires. D'ailleurs, près de la moitié des commerçants du centre n'ont pas hésité à s'acquitter des 10 € de cotisation mensuelle pour le terminal. Nous cherchons un outil de mutualisation, de partage des promotions et de cohésion de l'ensemble des commerçants du centre commercial pour répondre à des besoins qui sont les besoins de clientèle, de fidélisation, de promotion, d'augmentation du chaland, du flux et puis continuer à être compétitif sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Au cours de l'année, une dizaine de centres en France adopteront cette technologie avec l'ambition que les clients délaissent leur portefeuille. Sport maintenant, lancé par la Ligue féminine de basket en 2005, l'opération Marraine de cœur permet de faire découvrir le sport aux jeunes filles des quartiers populaires. Cette année, les joueuses professionnelles de Calais faisaient office d'entraîneur. Anthony Reich. On va apprendre la manipulation de balle, le dribble. Est-ce que vous avez déjà fait du basket? Oui, moi. À l'école ou en club? Tu vas t'inscrire en club? Le contrôle du ballon est encore parfois hésitant et pour cause, la plupart de ces jeunes filles jouent pour la première fois au basket. C'était bien, on a appris comment fallait jouer au basket et comme ça au moins la prochaine fois si on refait du basket à l'école ou autre, on saura quoi faire. Sur des ateliers de passe, de tir ou de dribble, ces jeunes Yvelinoises manient le ballon sur les conseils des joueuses professionnelles de Calais. Actuellement en tête du championnat de 2e ligue féminine, elles sont venues partager leur passion entre 2 jours d'entraînement. C'est sûr que ça change de d'habitude. Après, c'est vrai que c'est toujours sympa d'apprendre ce qui est notre métier à des jeunes et pourquoi pas des futures basketteuses. On essaie surtout qu'elles s'amusent. C'est une journée où elles s'amusent et si elles s'amusent, c'est qu'elles vont aimer. Donc pour nous, c'est tout gagné. Initiée il y a 9 ans par la Ligue féminine de basket, l'opération Marraine de cœur est un projet unique en France qui n'existe dans aucune autre discipline. L'objectif dans les Yvelines, faire découvrir le basket à des jeunes filles issues de quartiers sensibles qui n'ont pas l'habitude de côtoyer les parquets et les terrains de sport. C'est 1, leur faire découvrir le sport, 2, les mettre en relation par atelier avec effectivement des exercices qui permettent de comprendre ce qu'est le basket. Il y a aussi dans ce cadre-là un atelier de discussion avec une joueuse de haut niveau pour leur montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que le sport de haut niveau, comment on peut y parvenir. Le département des Yvelines est le premier de France en termes d'évolution de licenciés féminines avec 12% d'augmentation en 2013. Et peut-être que parmi les 180 jeunes filles présentes ce mercredi, certaines fouleront les parquets du département dans les prochains mois. On continue sur le thème du sport et on présente l'opération Balle jaune qui depuis 2008 permet de recycler les balles de tennis usagées pour les transformer en sol sportif. Le point sur cette édition 2014, toujours menée par la Fédération française de tennis, Anthony Reich et Jonathan Villeman. 58 000, c'est le nombre de balles de tennis récoltées cette année grâce à l'opération Balle jaune prise en charge par la Ligue des Yvelines. Au lieu de finir en jouet pour chiens, une fois récoltées, ces balles de tennis usagées prennent toute la direction d'une usine de recyclage pour une seconde vie. On va en fait séparer la matière caoutchouteuse de la feutrine et la matière caoutchouteuse va devenir des granulats en fait de caoutchouc qui vont être mélangés à de la résine et qui vont permettre la préparation d'un sol souple pour des activités motrices, pour des personnes polyhandicapées ou des déficients mentaux. Pour cette nouvelle campagne de recyclage, la majorité des 165 clubs yvelinois participent désormais à l'opération, devenue une habitude depuis 2011. Pour preuve, en l'espace de 3 ans, la récolte est passée de 36 à 58 000 balles. Nettement plus depuis quelques années. Nous avons participé au recyclage des balles dès que ça a été mis en place par la Ligue, je crois que c'était en 2010 ou 2011. Ça s'est fait petit à petit, mais grâce au container qui est très visuel, les balles sont très largement recyclées dans notre club. Et pourtant, on en use beaucoup. 25 000 balles sont nécessaires pour réaliser un sol de 100 mètres carrés. Si l'opération de l'année passée n'a pas connu de concrétisation, en 2014, plusieurs sites se sont déjà portés candidats pour obtenir la construction d'un terrain de sport. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, le 7-8 week-end de Yolène Torres. Très bonne fin de semaine sur TV Fil 78.